Bonjour à tous, comme vous le savez, la fermeture du collège ne signifie pas pour autant la fin des cours, nous allons donc nous retrouver pour la suite du programme. Pour des questions d'organisation, je vais reprendre au début du chapitre, mais libre à chacun d'avancer dans la vidéo, de manière à éviter la redondance et à rejoindre le point où nous étions réellement arrêtés. Quoi qu'il en soit, nous avions commencé ce chapitre en se posant cette question, qu'est-ce qu'un volcan? Un volcan, c'est tout simplement le point de sortie par lequel de la roche fondue arrive en surface. En d'autres termes, c'est la cheminée qui permet à la Terre d'évacuer une partie du magma. On distingue généralement volcans terrestres et sous-marins, mais quoi qu'il arrive, on estime que 1500 d'entre eux sont entrés en éruption au cours des 10 000 dernières années. Pour des éruptions plus ou moins fréquentes, certains volcans entrent plusieurs fois par année en éruption, là où d'autres restent assoupis pendant très longtemps. Ce qui, au total, représente environ 50 à 70 éruptions par année, des éruptions qui peuvent durer quelques jours à plusieurs années, généralement quelques semaines. En effet, certains volcans entrent en éruption de manière assez sporadique, là où d'autres vont durer relativement longtemps. L'un des volcans les plus connus est sans doute le mont Fuji, dont la forme est assez caractéristique, puisque c'est celle qu'on a l'habitude de dessiner lorsqu'on parle de volcans, même si, vous le savez, tous les volcans n'ont pas exactement la même forme. Le mont Fuji, pour information, culmine à 3770 mètres et, de ce point de vue, est le plus haut sommet japonais. La question se pose de savoir où il se situe. La plupart d'entre eux se situent au niveau des frontières de plaques tectoniques, à savoir là où les plaques s'écartent, se rapprochent, se chevauchent. Mais, on va le voir d'ici quelques instants, il existe quelques exceptions. Concernant donc ces frontières de plaques, nous allons commencer par les zones de rift. Nous l'avions vu, notamment avec l'exemple de la grande vallée du Rift en Afrique, c'est là où les plaques s'écartent, laissant le magma remonter, atteindre la surface, former une vallée volcanique, à l'image du Kilimandjaro, qui se trouve en Tanzanie, dont le sommet est constitué de 3 volcans, le Shira, à 3962 mètres d'altitude, le Mawenzi, à 5149 mètres, et le Kibo, à 5891 mètres. Mais le Kilimandjaro n'est pas le seul volcan de cette région, et n'est pas non plus la seule représentation des limites de plaques. En effet, on a également du volcanisme dans les zones de dorsale médio-océanique, c'est-à-dire là où les plaques s'écartent en milieu océanique et créent dans certaines circonstances des îles volcaniques. C'est le cas notamment de l'Islande, dont vous connaissez tous le volcan et que vous êtes aujourd'hui tous capables d'écrire et de prononcer à la perfection, je n'en doute pas. Ce volcan est entré en éruption le 20 mars 2010, après 187 ans d'activité, et ne s'est éteint à nouveau qu'à partir du 27 octobre de la même année, ce qui témoigne vraiment de la longueur du phénomène. Cependant, l'éruption ne s'est pas faite de manière continue et avec la même intensité. En effet, dans une première phase, on a eu droit à quelques coulées de lave, éruption de type hawaïenne, nous en reparlerons. Puis, dans une deuxième phase, à partir du 13 avril, on a eu beaucoup de panaches de fumée, de poussière, de cendres qui ont été projetés dans l'atmosphère et qui ont perturbé le trafic aérien. Enfin, dans un troisième temps, l'éruption s'est à nouveau calmée et à part quelques phénomènes assez isolés, on est revenu assez rapidement au calme jusqu'au 27 octobre. Ce qui est intéressant, c'est que dans les 72 premières heures, l'éruption a projeté 80 millions de mètres cubes de cendres dans l'atmosphère, ce qui représente environ 200 millions de tonnes de matière. D'où l'importance de ce phénomène, et même si on n'a pas de volcan en Suisse, c'est des événements qui peuvent avoir des incidences sur notre quotidien, sur notre vie, et c'est pour ça qu'on les étudie. Enfin, dernière possibilité, les zones de subduction. Les volcans se forment aussi là où les plaques se rapprochent, qu'il s'agisse de plaques océaniques ou d'une plaque océanique et d'une plaque continentale, à l'image de la montagne Pelée en Martinique, qui est entrée en éruption pour la dernière fois en 1902 et qui a fait à cette date 30 000 morts. Témoignant encore une fois de la violence de ce genre de phénomène. Cependant, comme nous l'avions vu, tous les volcans ne se situent pas au niveau des frontières de plaques. Certains apparaissent à l'intérieur d'une plaque. On parle alors de volcanisme intraplaque, de volcanisme de points chauds, c'est-à-dire de volcans qui sont capables de percer la plaque et de faire remonter du magma au beau milieu de nulle part. C'est le cas par exemple de Yellowstone, dont vous avez ici la caldeira, le volcan se trouvant en dessous de ces geysers, de ces lacs qui sont bien connus du parc de Yellowstone. Mais c'est aussi le cas par exemple du massif Tamu qui se trouve dans l'océan Pacifique et qui est aujourd'hui considéré comme le volcan le plus grand de notre planète et peut-être l'un des plus gros de notre système solaire. Situé à 1600 km à l'est du Japon, il n'est cependant pas le seul représentant de ces volcans intraplaques, comme vous pouvez le voir ici sur cette carte. Si la plupart des volcans se situent bien au niveau des plaques, des limites de plaques, vous voyez par exemple, et c'est le cas d'Hawaï, qu'on peut avoir du volcanisme à l'intérieur même d'une plaque, et notamment de la plaque pacifique. À titre d'illustration, vous avez ici un certain nombre de volcans représentés sur la côte ouest des États-Unis, entre l'Alaska et la Californie, et vous voyez qu'un certain nombre d'entre eux sont entrés en éruption il y a plus de 10 000 ans, ce qui signifie qu'ils sont
considérés comme inactifs. Certains, il y a plus de 1000 ans, donc encore une activité, mais assez restreinte, et plusieurs encore, entre 0 et 300 ans, ce qui témoigne aussi de leur activité fréquente et d'autant plus dangereuse qu'on a notamment le mont Sainte-Hélène, qui est considéré aujourd'hui comme un supervolcan. Nous en reparlerons à la fin de ce cours. Pour résumer, on a du volcanisme aussi bien au niveau des points chauds, donc à l'intérieur des plaques, qu'au niveau des dorsales océaniques, là où les plaques s'écartent, au niveau des zones de subduction, là où une plaque passe par-dessus une autre. De la même manière, si je reprends cette carte, ici un peu plus détaillée, vous voyez la localisation de ces différents volcans. On en a quelques-uns, Kilimandjaro par exemple au niveau du Grand Rift africain, quelques-uns également tels qu'Hawaï au beau milieu d'une plaque, et quelques autres que vous connaissez, le Pinatubo, le Krakatoa, dont nous reparlerons d'ici quelques instants, le mont Fuji, le Vésuve, le Stromboli, l'Etna pour l'Italie, qui sont des noms particulièrement connus sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Concernant le processus, comment se déroule une éruption? Avant d'aborder la question de la remontée du magma, intéressons-nous aux signes précurseurs. En effet, contrairement aux séismes qui sont totalement imprévisibles, on peut faire des statistiques bien évidemment, mais sans avoir de certitude quant à l'imminence du séisme. On sait par exemple qu'on aura un séisme en vallée qui sera d'une magnitude relativement importante, mais on est incapable de prédire exactement quand il aura lieu. Par contre, pour le volcan et pour le volcanisme de manière générale, on a des indices qui permettent de savoir quand un volcan entrera en éruption. Parmi ces signes, on a notamment les séismes. En effet, la remontée du magma à travers les couches terrestres entraîne le déplacement de certains blocs et du volcanisme qui peut témoigner justement de l'imminence d'une éruption. À cela s'ajoute bien évidemment la déformation du cône puisque le magma va remonter à travers les différentes cheminées et va entraîner le gonflement du volcan. Des fissures vont se créer, ces fissures sont observables et témoignent justement du caractère imminent, encore une fois, de l'éruption. Enfin, la modification des gaz permet également de témoigner de cette éruption imminente puisque si des gaz peuvent se libérer assez régulièrement, à mesure que le magma remonte, les gaz vont s'intensifier et vont changer un petit peu de nature. Donc tous ces éléments permettent d'anticiper une éruption. Concernant le déroulement même de l'éruption, rappelez-vous, dans la plupart des cas, il s'agit de remontée de magma. Donc si on est entre deux plaques qui s'écartent, le magma va remonter assez facilement. Mais lorsqu'il s'agit d'une plaque qui en chevauche une autre, la plaque qui descend dans le manteau va fusionner, va fondre, et le magma va remonter, va s'infiltrer à travers les fragilisations des différentes couches. À partir de là, sous l'influence de la pression et de la température, les roches fondues vont remonter et vont gonfler, alimenter une chambre magmatique, comme vous le avez sur le schéma ici. Après accumulation de ce magma, deux possibilités. Dans le cas le plus simple, la quantité de magma n'est pas suffisante. À partir de là, le magma va refroidir, va se solidifier et va former des roches plutoniques, cristallisées, comme on l'a vu précédemment. Dans d'autres circonstances, le magma va poursuivre sa remontée. Plus le magma monte, plus il se décompresse et donc le gaz va pouvoir sortir et ça va entraîner l'éruption. Cependant, deux scénarios à nouveau. Si le magma contient peu de silice, la silice étant un minéral présent naturellement dans la roche, si le magma contient peu de silice, donc, le magma sera généralement plutôt liquide. Le gaz va pouvoir sortir très facilement et la lave va s'écouler sur les flancs de la montagne à travers les cheminées latérales ou à travers le cratère principal, ce qui va donner naissance à un volcan rouge, une éruption donc plutôt de type effusive. Par contre, si le magma est riche en silice, on aura un magma pâteux. Le dégazage va se faire très difficilement parce que le gaz ne pourra pas sortir. Une croûte va se former à la surface, le magma se déplaçant beaucoup plus lentement. Et à partir de là, la pression va augmenter jusqu'à l'explosion, ce qui va donner donc un volcan explosif, un volcan gris, qui va libérer énormément de matière dans l'atmosphère, poussière, cendres, roches, et finalement assez peu de magma, puisque celui-ci aura beaucoup de peine à couler. Donc si on prend une analogie, les volcans rouges, où le magma circule assez facilement, peuvent être comparés à une casserole de lait qu'on ferait bouillir, le lait finissant par déborder après avoir été chauffé suffisamment longtemps, là où les volcans gris, magma pâteux, vont se comporter un peu à l'image d'une bouteille de champagne qu'on aurait trop secouée, le bouchon finissant par sauter au moment où la pression est trop importante. C'est ce que vous voyez un petit peu sur cette image de manière résumée, à travers le magma qui remonte, qui va s'écouler, qui va émettre des particules telles que les bombes volcaniques ou des cendres volcaniques dans certaines circonstances. Mais si on distingue bien les deux cas, vous le voyez sur ce graphique, vous avez à gauche un volcan de type effusif, volcan rouge, donc le magma liquide va atteindre la surface, va s'écouler sur les flancs de la montagne,
après avoir libéré son gaz de manière très naturelle, là où sur la deuxième image, on a un volcan de type explosif où le magma très pâteux va faire un bouchon, la pression va augmenter jusqu'à l'explosion et dans ce cas-là, c'est principalement des nuées ardentes et des projections de roches pyroclastiques qui vont être produites et beaucoup moins de magma par contre qui vont être libérés. Vous avez ici une vidéo, je vous fais l'impasse sur son déroulement, mais vous pouvez assez facilement la retrouver avec l'adresse ci-dessous. Elle permet de résumer les quelques éléments qu'on a vus ensemble précédemment. Concernant donc l'éruption, et nous terminerons là-dessus aujourd'hui, on distingue deux types d'éruptions. On l'a déjà abordé, on va entrer un petit peu plus dans les détails en traitant des éruptions effusives ou laviques et des éruptions explosives. Dans un premier temps, donc, parlons des éruptions effusives. Il s'agit, comme je l'ai dit, de volcans rouges qui ont généralement une forme aplatie, à l'image des volcans boucliers, des volcans dômes, qui sont des types de volcans. Et nous le verrons un peu plus tard sur le graphique, la base est très étendue, mais l'altitude en elle-même est relativement peu importante. Ce qui se passe, c'est comme il s'agit de lave très liquide et très chaude, on va avoir des coulées qui vont se former au niveau des fissures latérales du volcan. Donc des coulées, des fontaines de lave, des lacs de lave et dans certains cas des pylolavas, nous en reparlerons. C'est ce magma qui va se solidifier au contact de l'eau dans les fonds océaniques. À titre d'exemple, on a par exemple le Kilauea à Hawaï, le Piton de la Fournaise sur l'île de la Réunion, le mont Cameroun au Cameroun et l'Eyjafjöll en Islande dont nous avons déjà un peu parlé. À titre d'illustration, vous avez ici un volcan rouge avec les nombreuses coulées plus ou moins importantes suivant les régions. Les fontaines de lave qui peuvent se former au sommet du cratère qui coïncident avec la projection de lave à partir du cratère principal. Ces projections peuvent atteindre quelques dizaines de mètres de haut sans pour autant égaler celles des projections explosives dont on reparlera un peu plus tard. De la même manière, vous avez des lacs de lave qui peuvent se former en certaines circonstances et comme je l'ai évoqué, des pylolavas, donc ces coussins de lave qui se forment au fond des océans. Et vous le voyez ici, comme je le disais précédemment, un volcan très étendu, mais finalement avec une altitude assez faible, typique des volcans boucliers ou des volcans dômes, qui représentent assez bien justement cette famille des volcans effusifs. À l'inverse, on a tout ce qui relève du volcanisme explosif. Et dans ce cas-là, on parlera plutôt de volcans gris, liés à la matière qui est émise, principalement des cendres, qui donnera naissance à des volcans aux pentes relativement prononcées. On parle alors plutôt de stratovolcans, c'est ceux qu'on a l'habitude de dessiner, et dont l'explosion peut mener à la destruction complète du cône du volcan. Dans certains cas, seule une partie du cône explose, dans d'autres cas, c'est l'intégralité du volcan qui va partir en éclats. Quoi qu'il en soit, la libération de magma ici va se faire plutôt sous la forme de roches pyroclastiques. Le magma est déjà partiellement solidifié, il va donc couler très difficilement. Par contre, des morceaux de roche vont être projetés dans l'atmosphère et parfois sur plusieurs kilomètres de distance. Ainsi, nous aurons de la lave pâteuse, des nuées ardentes, c'est-à-dire des nuages de cendres extrêmement chauds, parfois plus de 400 degrés de température, et qui se déplacent extrêmement rapidement à plus de 100 km/h. Et enfin des lahares, puisque souvent au-dessus de ces volcans se trouve un glacier qui va fondre au moment de l'éruption, et ces coulées d'eau vont emmener avec elles de la matière, de la cendre, de la roche, de la boue, et former des torrents de boue volcanique extrêmement destructeurs. Un peu à l'image de ce qu'on a pu observer il n'y a pas si longtemps que ça chez nous, par exemple à Chamoson, avec ces laves torrentielles qui ont secoué le quotidien de pas mal de personnes. En exemple, vous avez le Stromboli ou le Vésuve, par exemple en Italie. Vous avez également le Mont Sainte-Hélène aux États-Unis, dont on a déjà parlé, dont l'éruption pourrait être cataclysmique, le Pinatubo aux Philippines ou le Krakatoa. Vous avez d'ailleurs ici le cratère de l'un d'entre eux, et vous voyez assez facilement justement cette ouverture qui s'est créée dans la partie sud du cratère avec l'explosion éruptive. Vous avez également la quantité de matière projetée dans l'atmosphère, vous le voyez sur ces deux images, donc des colonnes qui peuvent s'élever très haut au niveau des nuages, et puis qui peuvent être très abondantes. De la même manière, vous pouvez avoir des nuées ardentes, un peu comme vous le voyez ici, ou des coulées de lave beaucoup plus rares et souvent beaucoup moins étendues, puisque la lave étant pâteuse, elle va s'arrêter bien avant celle des volcans effusifs. Enfin, concernant les laves, vous avez ces images assez révélatrices des courants torrentiels qui se forment à partir de boue, de cendres et de roches. Donc pour résumer, dans une éruption explosive, vous avez la chambre magmatique qui va se remplir, le magma qui va s'infiltrer, qui va remonter progressivement,
mais qui va être bloqué puisque le magma est relativement pâteux. À partir de là, l'éruption va se faire, une explosion va se créer, la matière va être projetée dans l'atmosphère, puis la chambre magmatique va se vider. Ensuite, le volcan va s'effondrer sur lui-même et former ce que l'on appelle une caldeira qui va être inondée, devenant un lac volcanique. Tous les volcans ne suivent pas le même processus, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans certains d'entre eux et qui est assez révélateur justement de cette capacité du volcan explosif à détruire une partie de son cône. Et pour terminer, nous enchaînerons sur ces différents types de volcans. Le volcan de type hawaïen qui a été baptisé en fonction des volcans hawaïens, à l'image du Kilauea, mais aussi du Piton de la Fournaise ou de l'Eyjafell dont on a déjà parlé, qui sont des volcans qui émettent beaucoup de lave et des laves très liquides qui peuvent s'étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres. Le volcan strombolien, quant à lui, tire son nom du Stromboli, volcan italien, qui va également émettre une lave plus ou moins fluide, mais également quelques particules, des panaches de cendres, des lapillis, des bombes, un peu à l'image des volcans explosifs. On reste encore sur du volcan rouge, mais on est déjà dans une forme un petit peu hybride. Le vulcanien, par contre, est déjà illustratif du volcanisme explosif, donc des volcans gris. Vulcano, c'est un volcan qui se trouve au nord de la Sicile, sur une petite île, et qui généralement émet quelques faibles coulées de lave, mais aussi beaucoup de matière, beaucoup de panaches de cendres et de roches. Le type péléen, c'est un type déjà plus caractéristique du volcan gris, avec, c'est le cas de la montagne Pelée, très peu de lave qui vont être projetées, par contre des panaches de cendres et de poussière beaucoup plus importants qui vont parfois s'étendre jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude. Enfin, n'est pas représenté sur ce graphique, mais ça mérite de le mentionner quand même, une éruption plinienne qui tient son nom de Pline le Jeune, qui a témoigné de l'éruption qui a eu lieu notamment au niveau du Vésuve, est une éruption qui présente très peu de magma, par contre, dont l'explosion peut être véritablement cataclysmique et entraîner la disparition, par exemple, de Pompéi et l'ensevelissement de toute une ville, de toute une population sous ces amas de cendres. Voilà, nous nous arrêtons ici aujourd'hui. Nous reprendrons à partir du prochain cours sur les produits volcaniques. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Essayez de vous coordonner, notamment avec un groupe WhatsApp pour ne pas me poser 50 fois les mêmes questions, mais j'y répondrai avec plaisir par mail et nous nous retrouverons peut-être d'ici la fin de l'année. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine.